Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour la suite des émissions que nous consacrons à la compréhension de la vacuité des phénomènes. Nous avons vu la semaine dernière ce que désignait cette expression, qu'il s'agit de la nature de toute chose. Nous allons voir plus précisément aujourd'hui en quoi le fait de se familiariser avec la vacuité peut avoir un impact sur la gestion de la souffrance et nous faire gagner une certaine liberté. Quelles sont alors les méthodes pour y arriver ? Existe-t-il des méditations spécifiques dans le bouddhisme ? Qu'en est-il de la pleine conscience dans le domaine psychologique ? Quelle qualité cela peut-il générer ? Nous retrouvons pour en parler nos deux invités, Roland Reich et Christophe André. Christophe André, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, et que vous animez des groupes de méditation avec vos patients. Merci d'être avec nous. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes quant à vous un disciple de Maître Tezen Deshimaru. Oui. Vous êtes moine zen, vous enseignez le bouddhisme depuis une trentaine d'années au dojo zen de Nice et au temple zen de la Gendronnière. C'est cela. Alors, nous avons vu la semaine dernière ce qu'englobait ce concept, cette notion, ce mot de vacuité, on va dire. Aujourd'hui, on va essayer de voir s'il n'est pas trop compliqué à mettre en pratique et surtout si, en tant qu'occidentaux, nous ne sommes pas trop prisonniers justement de nos schémas mentaux. Est-ce qu'on ne devrait pas justement essayer de se déconditionner en fait de tout cela ? Alors effectivement, je crois qu'on est prisonnier d'une chose, c'est surtout de notre langage. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude d'apprendre à dire « moi, je » comme sujet de mon discours, qu'on finit par croire que ce qui est un pronom personnel et qui est le sujet des phrases que l'on prononce est quelque chose de substantiel. Parce qu'on dit « moi, je », on pense que ce « moi-je » est une chose substantielle, permanente, alors que ce n'est qu'une figure de langage. Le « je pense donc je suis » de Descartes, vraiment on peut dire que la mentalité occidentale est façonnée par ce genre de pensée. Le « je pense donc je suis ». Eh bien, du point de vue bouddhiste, « je pense », ça veut dire qu'il y a de la pensée en moi, il y a de la pensée qui est présente là, mais et le « je », c'est une pensée parmi d'autres. Mais ce n'est pas quelque chose de substantiel, c'est quelque chose qui dépend de mon langage. Donc on en revient toujours à cette notion d'ego, Christophe André, finalement. Oui, malheureusement. Qui nous fait tant souffrir. Malheureusement, l'ego peut être une source de souffrance, point de vue personnel sur le monde, effectivement. Si nous l'habitons avec trop de peur et aussi avec trop de certitude, c'est-à-dire si nous sommes inquiets pour la défense de notre image, la défense de notre territoire, la défense de nos certitudes aussi, si nous ne supportons pas la contradiction, l'incertitude, les remises en question, alors nous allons souffrir du fait de cet attachement à nos peurs et à nos certitudes. Et c'est vrai que une des solutions que peuvent proposer les spiritualités ou les psychothérapies, c'est non pas de renoncer à être soi-même, au contraire, il ne faut pas aller dans l'excès inverse de ce que Pascal écrivait, le moi haïssable, c'est pas du tout ça qu'on vise. Simplement comprendre qu'on peut, en se rigidifiant, en s'agrippant à la protection de l'image que nous avons de nous, se faire beaucoup souffrir sans même que les autres aient besoin d'intervenir. Donc c'est un petit peu ça, la libération de tout ce qui nous retient excessivement à nous-mêmes comme une voie de mieux-être finalement. Plus précisément, Roland Reich, est-ce qu'il existe des méditations dans le bouddhisme consacrées à cette familiarisation finalement avec la vacuité ? Oui, alors moi je ne peux parler que de la méditation bouddhiste que je pratique, c'est-à-dire le zazen. Oui. Le zazen est une méditation déjà sans objet, c'est-à-dire que on n'a pas un objet particulier de méditation, on se concentre sur son propre corps, sa respiration, et on est en présence de ce qui se passe à chaque instant. Et ce que l'on constate, c'est que ce qui se passe à chaque instant apparaît et disparaît, et n'a pas de substance, n'est pas quelque chose de saisissable. Donc on est directement en contact avec la vacuité au sens de l'impermanence. Et un maître zen, qui était le maître Enno, avait demandé à un de ses disciples « Qu'est-ce qui vient ainsi ?» quand le disciple s'est présenté à lui. Et cette question, qu'est-ce que c'est que ça, moi, là, qui vient ainsi, ou qui suis assis sur ce zafu, sur ce coussin de méditation, c'est la question fondamentale de celui qui médite. Dans un premier temps, on va être pleinement conscient de tout ce qui nous anime. Et donc, on va s'apercevoir que oui, je suis quelqu'un comme ceci, comme cela, avec tel genre de sentiments, de projets, de désirs, d'émotions, etc. Mais si on va au fond, et c'est pour ça que ce n'est pas la dimension absolue, mais c'est la dimension profonde, si on va au fond des choses, et qu'on se questionne vraiment, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je suis, on s'aperçoit qu'il
il n'y a là rien de saisissable, rien de substantiel. Et du coup, on va développer un esprit beaucoup plus fluide, parce que ça ne veut pas dire que tout ce qui m'anime n'existe pas, mais ça passe, comme les nuages dans le ciel. On emploie souvent cette expression dans la méditation zen. Et du coup, on va apprendre cette fluidité mentale, de ne pas s'agripper à nos représentations, à nos pensées, à nos émotions, parce qu'on sait qu'au fond, on a fait l'expérience qu'au fond, elles ne sont pas durables, elles n'ont rien de substantiel. Et donc, la méditation par excellence sur la vacuité, c'est pas de méditer sur le vide, c'est au contraire de se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Aussi bien moi-même que ce que je crois posséder, ce que je crois avoir obtenu, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour s'apercevoir que finalement, que, comme le disait le Bouddha, ce sont simplement 5 agrégats, 5 composants qui sont amenés à se dissocier et qui ne vont pas avoir d'existence permanente. Alors, est-ce que cela rejoint la méditation en pleine conscience que vous pratiquez, Christophe André ? C'est la même chose ? C'est très proche, oui. Là, en écoutant Roland, je retrouve exactement ce qui est l'objet de la méditation en pleine conscience. Et c'est vrai que j'aime bien cette formule, au fond, de cette méditation qui n'est pas méditer sur le vide, mais méditer sur la vie, sur cette vie qui est en train de s'écouler en moi. Sur ce que l'on ressent. Oui, au travers de mon souffle, au travers de mes sensations corporelles, au travers du mouvement de mes pensées. Et une métaphore qu'on fait souvent, c'est on compare la pleine conscience à une bougie, à la flamme d'une bougie qui ramollit nos rigidités, nos accrochages, un petit peu comme la flamme ramollit la cire, et qui permet un retour à une fluidité, à l'observation, à l'expérience de cette fluidité. Effectivement, cette crampe que j'ai, si je me crispe sur elle, si je focalise mon attention sur elle, il va me sembler inévitable de devoir bouger, changer de position. Et si au contraire j'ouvre ma conscience, j'accepte qu'elle soit là, mais j'accueille aussi mon souffle, les sons, les autres parties de mon corps, assez souvent, effectivement, elle va se dissiper d'elle-même. Et là, j'ai fait une expérience majeure, parce que c'est une chose de savoir que nos douleurs peuvent passer, et c'en est une autre que de l'avoir vécu, ressenti, expérimenté dans l'instant, et observer que ça pouvait réellement exister dans un laps de temps assez bref. En tant que médecin, qu'est-ce que vous dites à vos patients concrètement ? Est-ce que vous leur parlez de cette vacuité ou pas ? Non, parce que j'essaie de faire lorsqu'on parle de pleine conscience, en tout cas, j'essaie d'avoir le discours le moins théorique possible et de les inciter à une curiosité, une bienveillance par rapport à tout ce qu'on va éprouver pendant la pleine conscience. Et on expérimente d'abord et on essaie de conceptualiser ensuite. Mais pour nous, c'est un point très important de faire à nos patients l'expérience que lorsque la souffrance survient dans nos vies, l'attitude la plus toxique et la plus dangereuse pour nous, c'est de nous focaliser sur elle ou de vouloir la fuir, de vouloir absolument l'éviter. Et l'attitude la plus porteuse, la plus intelligente, j'allais dire, c'est vraiment d'accepter qu'elle soit là, mais qu'il n'y ait pas qu'elle à notre conscience. Élargir vraiment. Voilà, vraiment ne pas se recroqueviller sur elle. Et on le sait tous, mais si on l'expérimente et si on le pratique dans la pleine conscience, alors c'est un grand pas en avant qu'on aura fait. Vous êtes d'accord, Roland Reich, avec ça ? Tout à fait. Dans le zen, on dit que quand l'esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît, l'esprit vaste. C'est la pleine conscience, l'esprit vaste. C'est-à-dire cet esprit qui est toujours dans l'accueil de la nouveauté, mais qui ne se crispe pas sur quoi que ce soit, qui ne se fiche pas, qui ne s'identifie pas au phénomène. Et comme disait Christophe André, il y a de la souffrance en moi, mais je ne suis pas cette souffrance. De même qu'il peut y avoir de la pensée en moi, mais je ne suis pas cette pensée. Mon esprit est beaucoup plus vaste que les phénomènes qui le traversent. Et donc, ça permet de garder de l'espace intérieur, de la possibilité d'évoluer, de prendre du recul, de se détacher de ce qui arrive. Et c'est une source de très grande liberté. Et en plus de ça, cette liberté signifie qu'en agissant ainsi, en pratiquant le lâcher-prise, on s'harmonise avec la réalité ultime, la réalité la plus profonde. Donc, il s'agit même du sens de notre vie. Si on peut avoir un sens à la vie en se donnant des désirs, des choses qu'on veut atteindre, etc. Mais je crois que le sens profond de la vie, c'est d'arriver à vivre en harmonie avec ce que c'est que de vivre. Qu'est-ce que c'est que d'être un être vivant ? Et c'est-à-dire de retrouver cette fluidité, cette capacité de vivre dans l'interdépendance et de ne stagner sur rien. Et ça, c'est être vraiment vivant et être en harmonie avec le Dharma, avec l'ordre cosmique. Mais j'imagine que cela demande une certaine régularité dans la pratique. Ça ne vient pas du jour au lendemain.
Non, mais je crois la base de toute forme de méditation, mais je crois qu'on pourrait dire de toute forme de sagesse, c'est vraiment la pratique régulière et la multiplication des expériences. Une fois de plus, je crois que comprendre une idée, un concept, c'est important évidemment en termes d'étapes préliminaires, mais avoir traversé et vécu ça et avoir choisi aussi de s'en approcher, parce qu'on parle de vacuité, il y a parfois des patients qui font une expérience terrifiante et foudroyante de ce sentiment de vide existentiel, comme dans la dépression par exemple, mais ça, ce n'est pas une approche choisie. C'est vraiment, je crois que dans la pleine conscience, on décide d'apprivoiser non pas la vacuité, une démarche réelle, mais notre peur de prendre conscience et d'expérimenter la vacuité. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a au contraire que des promesses ou que des avantages à s'en approcher. Et quelle qualité cela peut-il générer, Roland Reich? On pense à la compassion. Ça va être beaucoup moins égocentré, puisque cet ego, on le perçoit comme quelque chose de fluide et qui n'existe que dans la relation avec les autres. Et donc ça va développer fondamentalement la capacité d'empathie, parce qu'un esprit plein ne peut pas, par exemple quand on est thérapeute, si on a l'esprit plein avec ses problèmes, ses soucis, ses angoisses, on n'est pas réceptif pour accueillir l'autre. Si au contraire on arrive à faire le vide, entre guillemets, dans son esprit, c'est-à-dire non pas à ne penser à rien, mais à être capable de laisser passer les pensées au fur et à mesure qu'elles arrivent, il y a de l'espace en soi. Et on a un espace d'accueil pour le patient. Mais si on n'est pas thérapeute, on a l'espace d'accueil pour ses amis, pour les gens que nous rencontrons, et en général. Et donc on va développer cette capacité en même temps de se mettre à la place de l'autre. Si on n'est pas coagulé sur son propre ego, auquel on s'attache, dont on perçoit au fond la vacuité, parce que c'est ça l'angoisse fondamentale, c'est qu'on perçoit au fond que cet ego il n'est pas substantiel et vacuité. Mais on essaye constamment de le consolider par toutes sortes de systèmes de défense. Et ces défenses finissent par faire qu'on est comme cuirassé, et on n'a pas cette ouverture possible. Donc la méditation bouddhiste qui nous permet de prendre conscience de la vacuité de cette construction mentale nous produit une très grande ouverture d'esprit et une capacité d'accueil et de bienveillance et de compassion et de se mettre à la place des autres. Alors on pourrait même imaginer que ça a un impact sur la société, voilà, à part entière. Oui. De toute façon, on sait bien que les changements dans les groupes et dans les sociétés commencent. Alors, c'est pas toujours suffisant, mais il est nécessaire que les individus aient commencé par changer, qu'ils soient prêts à provoquer, à accueillir ce changement. Et c'est vrai que l'expérience de la vacuité peut nous aider à progresser par rapport à de grands fléaux de notre époque, que sont l'individualisme, l'attachement à l'ego, vraiment la rigidification sur soi et sur ses intérêts, et le matérialisme, la certitude qu'au fond, la possession, le statut, le pouvoir sont des réponses aux angoisses, aux inquiétudes, aux souffrances. Et évidemment, chacun de nous sait que ce sont des impasses, mais est-ce que nous faisons suffisamment ce travail de libération par rapport à ces deux grandes menaces? C'est toute la question. Vous avez un mot à ajouter, Roland Reich, pour conclure cette émission? Oui, je pense que la vacuité, c'est ce qui permet de développer la solidarité, c'est ce qui permet de lâcher prise avec cette peur de perdre qui nous obsède et qui nous empêche d'être plus solidaires avec les autres, de donner, d'aider, de donner de l'attention, du temps. Et donc, pratiquer le don, pratiquer le partage, c'est actualiser la vacuité, c'est-à-dire le non-attachement à nos possessions, à notre petit ego, et vivre en vérité ce qu'il en est de notre existence réelle, c'est-à-dire d'être solidaire avec les autres. Je vous remercie infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord de Roland Reich, Jitju Zanmai, Méditation et éveil, publié aux éditions Yunokuzen. Et de Christophe André, Méditer jour après jour, aux éditions l'Iconoclaste, 25 leçons pour vivre en pleine conscience. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. À dimanche prochain.